Bon, ça fait une journée assez dense, mais je crois qu'on va enchaîner, pour celles et ceux qui peuvent, etc., par notre deuxième table ronde, autour des enjeux de l'aménagement. Alors l'aménagement, évidemment, et les transitions, on peut y mettre beaucoup de choses, mais on a souhaité regarder ce qui pouvait se passer autour de solutions innovantes pour aménager, pour penser les territoires de demain avec des initiatives qui ont déjà été testées dans les territoires, pas simplement pour penser la ville, mais aussi pour aménager certains espaces. Du coup, la logique qui est la nôtre ici, c'est peut-être de commencer par un sujet structurant, hein, dans une sous-partie qui sera la question du logement. Mais pour introduire cette notion autour des territoires et à l'échelle d'un territoire un peu plus large, ce que je vous propose, si vous voulez bien, c'est peut-être de laisser la parole quelques instants pour une sorte d'introduction à Philippe Valentin, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon Métropole, pour nous parler quelques instants et nous raconter la manière dont les commerces, dont les industries aujourd'hui à l'échelle du territoire vivent cette épreuve des transitions. Monsieur le Président, si vous voulez bien nous rejoindre, et on peut vous applaudir et vous remercier de votre présence à nos côtés. Bonjour, profitez pour la petite transition, pour la pause café ou d'autres choses. Voilà, je vais essayer d'être hyper synthétique. Au niveau de la CCI, donc c'est une mission bénévole. Je suis un petit peu en dehors du cadre et je suis très à l'aise avec le territoire parce que j'ai un franc-parler, voilà, qui me caractérise, donc je fais avec et ça me va bien. Donc, pour expliquer, au niveau de la CCI, c'est la plus grosse CCI de France dans sa configuration au niveau métropolitaine. Hein. C'est 170 000 entreprises qu'on appelle maintenant des clients. Alors, vous imaginez, pour une CCI, on a des clients. Avant, on avait des ressortissants. Donc, voilà. Donc c'est des clients, des petits clients, mais il n'y a pas de petite taille, de grande taille. Et puis, il faut trouver une cohérence. Ça va de la start-upeuse, le commerçant, la TPE, la PME, l'ETI, et puis les grands groupes pour des réseautages. Et puis la mission aussi, c'est à travers l'aménagement, la structure, c'est aussi un client au niveau des collectivités. Et un client, c'est l'individu, c'est vous, en termes de formation. Donc on a une école emblématique ici, hein, le M Lyon, où on est un petit peu en dehors du cadre parce qu'on a fait crime de lèse-majesté, mis 100 millions d'euros par des fonds privés, mais qui ont une éthique. Donc ça a créé un peu d'émoi, et puis... mais c'est pas si mal que ça, parce que l'EM a pu se développer au niveau international. Et puis on a plein de sujets comme ça, en dehors de ce qui est convenable. Nous, on est dans une logique très simple, au service des entreprises, au service des territoires et des personnes. Et bien sûr, l'État nous missionne, avec le département aussi, sur des missions régaliennes pour informer, etc. Donc par rapport à la transition, je vais être assez, pas violent, mais un petit peu... pour la gratter, je pense qu'on fait une grosse erreur collective. Une grosse erreur collective parce que transition, c'est un sujet tellement compliqué que chacun y voit sa petite vision par rapport à sa logique, à son expertise. Une transition, alors je suis plutôt de nature scientifique, c'est partir d'un point A pour arriver à un point B. Mais si vous avez la difficulté de savoir collectivement, comme le point A, on n'est déjà pas d'accord sur l'analyse, le constat. Donc il faudrait peut-être commencer pour dire où on en est. Et je vais vous donner des exemples très très simples. Ça permet de discuter justement sur le point de chute qu'on voudrait avoir et la transition. Et là je rejoins le professeur, c'est de dire quel rythme, quelle vitesse et comment on peut s'y prendre. Nous, on a fait l'exercice de dire au niveau économique sur les transitions, le territoire, par exemple en ce qui concerne le nôtre, hein, c'est 7500 km², donc c'est déjà pas mal. Si on discute économie, c'est de dire combien a-t-on de bassins d'emploi. Personne ne sait, ou très peu. On en a 7. Bassins d'emploi, je rappelle, hein, c'est ceux qui travaillent dans le territoire, qui habitent dans le territoire et qui travaillent dans le territoire. Et que si on veut faire une transition, par exemple sur une filière, on va prendre l'hydrogène, quelles sont les conditions idéales par rapport à ce territoire qu'il faudrait trouver, créer ou améliorer, développer pour essayer de constituer cette filière-là. Combien de personnes sait que dans un territoire, il y a 3 zones de stock, comme les forêts, on n'y touche pas, on protège, on protège l'environnement. Des zones de flux, au contraire, qui sont très dynamiques. Et puis des zones interstitielles entre les deux. Voilà. Déjà ça donne une cartographie de dire, ben voilà, où on habite, où on vit, où on travaille, c'est déjà pas mal.
par rapport à cette transition-là, que fait-on? Donc, nous, on est dans un schéma très, très pragmatique. Maintenant, on a des clients. Et c'est comme la personne qui est malade, mais qui est malade de plein de maux, pas OT. Hein. Et vous avez des spécialistes qui vont prendre une partie du corps en disant bah là, il a un cancer d'ici, on va le traiter. Bah là, il a un autre problème. Et tout le monde est hyper spécialisé, hyper sachant, hyper convaincu, hyper pushing dessus et respectueux pour le bien-être de la personne. Bilan des courses, vous avez une incompatibilité, parce que quand vous avez des actions sur cette personne-là pour la sauver, ça entraîne d'autres aléas. Et l'autre aléa, la personne disant de Dieu, mais c'est pas possible qu'ils ne comprennent pas que ce qui fait son traitement, ça attaque le foie, etc. Et que moi, je traite le foie, donc il faut arrêter. Et la solution, c'est quoi? C'est comme les Chinois, ils passaient plus de temps au lieu de guérir, de prévenir, et de dire est-ce que c'est pas plus intelligent de voir si la personne est en bonne santé? Et ben, c'est de réunir tous ces spécialistes pour dire bon, manifestement, on a un petit problème. Collectivement, on n'y arrive pas parce qu'il y a trop de contraintes, ça part dans tous les sens. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est de dire que la personne survive, et encore, si on veut rajouter le Graal, soit heureuse. Donc, et on discute avec ces spécialistes qui comprennent les interactions. C'est ce qu'on est incapable de faire. Parce qu'on est convaincu qu'on a raison. Donc, et là, on rejoint la partie hyper techno, hyper écolo, hyper. Et cette approche systémique, qui est comme notre président Christophe Guillotot, hein, c'est frappé du bon sens, on l'a plus. Voilà. Et on est complètement hors sol. Alors qu'on est convaincu du bienfait de nos actions. Et bien, la CCI, en fait, c'est un petit peu tout ça. C'est de dire, d'avoir une approche pour assurer une transition. Je vais vous donner des éléments qui sont déclencheurs. Est-ce que vous vous souvenez à quel moment vous avez oublié d'apprendre les numéros de téléphone parce que c'était plus nécessaire, parce qu'il y avait le smartphone qui fait tout? C'est une bonne question. Est-ce que vous savez, dans une vie, combien de temps on travaille? C'est 10%, pas plus. Mais là, non, c'est pas possible. 10%, faites vos calculs, vous allez voir, c'est 10%. On vit 700 000 heures, on travaille entre 70 et 90 pour les... Voilà. Donc, oui, il y a plein de trucs comme ça où on se dit... ouais, ça c'est assez étonnant. Donc, nous, c'est d'avoir une base minimum de connaissances, d'appréhension. Alors, je vois, les gens disent, c'est pas possible, 110 000. Mais faites les calculs, vous allez voir, c'est bien ça. Parce que je suis passé par là aussi. Donc, au niveau de la CCI, c'est sur les sujets et l'aménagement, puis je vais en finir. Nous, la logique, c'est de dire, il y a des entreprises qui sont sur des territoires, qui ont une logique, avec des gens qui évoluent, qui aspirent à des choses. Est-ce que c'est pas plus intelligent d'avoir une vision macro et effectivement d'aller pas trop vite sur des positions, parce qu'un cerveau normalement constitué, on est en capacité limitée, donc c'est pas très compliqué à comprendre que on se tire une balle dans le pied et qu'on se détruit parce qu'on n'a pas la conscience collective. C'est très compliqué. Moi, je suis très dubitatif sur l'intelligence collective. On l'aura quand le robinet, on l'ouvre et puis il n'y aura plus d'eau en disant, Dieu, c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils sont cons? Ou alors, oula, ils avaient raison. Voilà. Mais le problème, c'est que c'est trop tard. Donc, au niveau de la transition, et j'en finirai, au niveau des CCI, c'est de mettre tout ça en place et puis de ne pas avoir de préjugés. On fait des enquêtes pour mesurer, pour voir. Nous, on a un gros projet. Vous savez, quand on était petits, on avait les cartes des villes, des fleuves, des invasions. Et bien là, nous, on est en train de faire la carte économique pour dire notre territoire, on fait fi des villes, de l'infrastructure, etc. C'est quoi notre territoire d'un point de vue économique? Eh ben, vous seriez très surpris de savoir en disant « oh, j'étais convaincu que là, c'était plutôt industriel ». Bah, pas tant que ça. Et là, il n'y a aucune possibilité d'infrastructure parce que ça va complètement dénaturer l'environnement. Ben, c'est pas si simple que ça. Donc, c'est d'avoir un peu de modestie par rapport à tout ça et puis de le faire. Sur l'enquête des ménages, on fait ça et puis j'en finis. C'est la 11e. Est-ce que vous savez que les commerçants, c'est la première fois depuis les années 80 que les commerces de proximité alimentaire reprennent des parts de marché? Personne ne vous le dit. C'est intéressant. Donc il faut le protéger.
Donc ça fait partie de l'évolution. Si on le sait, on dit effectivement ça interpelle. Le panier moyen, le fait que la consommation numérique, on est sur 1,7 milliard, c'est 22% de plus. On se dit, bah, c'est mort le petit commerce. Et oui, il y a des trucs qui ne sont pas si simples que ça. Donc, je voulais adresser un message que nous, on se l'applique à soi-même. Et puis, on peut avoir un esprit très aiguisé par rapport à la problématique de la transition. C'est d'avoir un peu d'humilité et puis de dire, on est où, on va où. Et in fine, c'est comme le bonheur qu'on cherche. Voilà, donc modestement, c'est toute la peine qu'on se souhaite et que je vous souhaite. Et la CCI, vous voyez, on parle différemment par rapport à ce que vous avez l'habitude d'entendre. C'est au service d'eux, de façon hyper pragmatique, respecter les gens, les personnes, les entreprises, et surtout d'avoir une cohérence avec tout cet écosystème qui est d'une complexité monstrueuse, et puis de dire on va aller où. Voilà, c'est ça le sujet. Merci. Merci, Monsieur le Président, pour cette, j'allais dire, respiration, du coup, entre deux, de ce moment un peu décalé, différent. J'ai compris quand même que vous restiez positif sur le sujet. Voilà, c'est ça qui était important, mais de l'aborder d'une autre manière. Alors, un sujet bien complexe maintenant sur la prochaine, j'allais dire, sous-table ronde, puisqu'on nous avons découpé ces problématiques d'aménagement autour d'un premier élément qui va être la question du logement et de l'habitat. Évidemment, la manière dont aujourd'hui, à la fois en termes de financement et de surcoût pour certains types de populations, on peut faire face à ces enjeux pour l'adapter aux questions de la transition. Et je vais demander à nos invités de cette table ronde de nous rejoindre sur scène. Alors, Barbara Falk, la directrice régionale Auvergne-Rhône-Alpes de la Banque des Territoires, qui est là. Merci beaucoup. Jean-Baptiste Lessort, responsable de l'innovation d'habitat et humanisme. Vincent Malfer, le directeur général de la SEM Serles et de la SPL Métropole de Lyon Aménagement. Et Xavier Englobert, le directeur général de l'OPAC du Rhône, directeur général de la SAC au fil des deux fleuves. Merci beaucoup, madame, messieurs, de nous rejoindre sur un sujet complexe. Alors, on a bien compris que l'idée n'était pas, à ce stade, de se questionner ou de s'interroger sur les problématiques globales du logement, mais bien avec l'angle et le prisme de la transition. Et peut-être que, si je me permets, je vais commencer avec vous, Jean-Baptiste Lessort, pour parler d'habitat et humanisme. Alors, peut-être parce que j'ai ce tropisme lyonnais, que j'ai eu la chance d'interviewer Bernard Devers, et qui est quelqu'un d'absolument formidable, et que c'est une bien belle idée. Et j'avais envie de commencer par vous, peut-être sous cet angle qu'on imagine moins. On parlait à un moment de l'exclusion que peut provoquer les enjeux de la transition. On avait évoqué, on le connaît, ces questions par exemple sur les mobilités de la ZFE. Mais s'il y a bien un certain nombre de personnes qui sont concernées aujourd'hui et dans la difficulté, c'est justement ceux qui sont les plus démunis, sans parler de ceux qui n'ont pas de logement. Mais j'avais envie de commencer avec vous pour nous parler d'abord d'habitat et humanisme, pour ceux qui ne connaîtraient pas, et puis nous dire comment vous allez aider ces gens-là à faire face à ces enjeux. Merci. Merci, bonjour à tous. Donc Habitat Humanisme, une association qui est effectivement née il y a 35 ans et quelques, ici à Lyon, mais qui maintenant couvre l'ensemble du territoire et même un tout petit peu au-delà, avec ses 58 associations territoriales, mais dont le siège est toujours ici à Lyon. La fédération à laquelle j'appartiens est ici effectivement à Lyon. Alors une association qui s'est donnée comme mission depuis son origine de fournir des solutions de logement, d'hébergement, mais toujours avec une forme d'accompagnement à des populations extrêmement diverses, je vais y revenir, mais dont le point commun est d'avoir des ressources très faibles. C'est-à-dire des ménages qui ont des ressources trop faibles pour accéder au parc d'HLM conventionnel, des gens qui ont éventuellement d'autres complications, d'autres difficultés, qui ont des trajectoires un peu compliquées. Et c'est autour de ça que le mouvement, au fil des années et des décennies, a développé toute une série de solutions, donc des appartements, des maisons, mais aussi des pensions de famille, mais aussi des résidences intergénérationnelles qui vont mixer des populations de type personnes âgées ou étudiants, personnes handicapées, etc. Et puis aussi
plus récemment de développer une branche qu'on appelle soins et qui s'intéresse plus particulièrement aux personnes âgées, puisque nous avons aussi une 60aine d'EHPAD qui sont gérés par le mouvement, et plus récemment encore, une 3e branche du mouvement qui s'intéresse aux réfugiés et aux personnes à la rue, en leur proposant là encore des solutions d'hébergement et un accompagnement vers l'accès à l'emploi, vers un certain nombre de choses comme ça. Donc ça, c'est l'action du mouvement, qui s'appuie pour ça sur ces 5000 et quelques bénévoles, ces 2000 salariés, je l'ai dit, ces 50 associations territoriales, et puis aussi ce qui sont ces bras armés, qui sont ces 2 foncières, l'une consacrée plutôt aux EHPAD, qui s'appelle Entreprendre pour humaniser la dépendance, et l'autre plus globalement sur les questions de logement, qui au total gère à peu près 10 000 logements, soit des logements en propre, soit des logements qui nous sont confiés par des propriétaires, qu'on appelle des propriétaires solidaires, parce que, effectivement, leurs logements sont loués à des tarifs eux-mêmes solidaires, à des gens en difficulté financière, et le mouvement agit en tant qu'intermédiateur locatif sur ces logements-là. Voilà en gros l'action, l'activité du mouvement. Je reviendrai sur la question de la transition un petit peu plus tard, mais en gros c'est ça. Et si un mot quand même pour dire que pour faire tout ça, le mouvement s'appuie sur un certain nombre de choses, et notamment des choses qu'il a, sinon inventées, en tout cas dont il a participé à l'invention, qui sont tous les éléments d'épargne et de fiscalité et de finances solidaires, qui sont un des ressorts et peut-être le principal de ce mouvement Habitat Humanisme, qui fonctionne aussi avec la générosité, mais beaucoup avec la solidarité. Alors peut-être pareil que tout à l'heure, Madame, peut-être en un mot, pourquoi cet enjeu, pourquoi le logement alors présentez si vous le souhaitez la Banque des Territoires, mais c'est vrai que la plupart des élus vous connaissent, mais pourquoi est-ce que c'est un sujet aujourd'hui, au-delà, j'allais dire, de simplement la question du financement? Alors, la Banque des Territoires, en fait, donc c'est une marque de la Caisse des dépôts, donc qui est à la fois un établissement public que beaucoup d'entre vous connaissent en effet, et puis un groupe. Et c'est la force du groupe qui est aujourd'hui au service de la transformation écologique. Tout à l'heure, on a entendu La Poste. Nous avons également dans la salle Transdev, la Compagnie des Alpes, BPI France, enfin voilà, c'est un groupe. Et puis au niveau local, nous, Banque des Territoires, en fait, on a 3 métiers. On est le banquier des notaires et des professions juridiques. On prête et on investit. Et en fait, pour vous donner un exemple, autour de cette table, donc, nous prêtons à l'OPAC du Rhône, qui est très dynamique, donc, qui est un très bon client pour nous. Nous sommes aux côtés de Vincent, investisseur dans la Serle. Et alors pour Habitat Humanisme, on est les deux, puisque à la fois on prête et puis on est actionnaire d'Entreprendre et humaniser la dépendance. Et en fait, l'ensemble de ce groupe a 2 axes stratégiques. Qui font plaisir à Robin parce qu'en fait on est à la fois sur la transformation écologique et énergétique. On parle même plus de transition, en fait on parle de transformation parce que pour pas aller d'un point A à un point B, l'idée c'est de dire de toute façon on y est déjà. Et puis la cohésion sociale et territoriale, c'est-à-dire vraiment les 2 piliers de la fin du monde et de la fin du mois qui doivent en effet vraiment aller ensemble. Donc ça c'est la stratégie Caisse des dépôts. Très bien, c'était très clair. Donc un point commun qui vous réunit sans forcément qu'on le sache. Même petite question très courte d'introduction, peut-être avec vous, Vincent Malfer, sur peut-être la présentation très rapide des différentes structures que vous dirigez. Oui, bonjour à tous. Donc moi je dirige le groupe CERL, donc, qui regroupe une société publique locale et une société d'économie mixte qui œuvre dans le champ de l'aménagement urbain, de la construction d'équipements publics, et qui a 2 filiales qui font de l'investissement immobilier dans l'immobilier économique et dans des énergies renouvelables. Voilà, donc c'est une société ce sont 2 sociétés qui œuvrent essentiellement sur un périmètre métropolitain, et donc pour moitié, et puis par contre, suivant nos métiers, on l'exerce à l'échelle régionale, voire parfois au-delà, en fonction de la pertinence de nos interventions. Et enfin, le micro à votre voisin, monsieur le préfet, c'est aussi votre titre, par rapport à l'OPAC du Rhône et à la SAC au fil des 2 fleuves, pourquoi c'était important d'être présent aujourd'hui?
Oui, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, tout simplement, pour réussir la transition environnementale, il faut aussi réussir la transition des structures d'intérêt général, et notamment au niveau territorial. Et ça, c'est la conviction qui a guidé les deux présidents des conseils départementaux de la Loire et du Rhône, Georges Gigler et Christophe Guillotot, qui ont demandé à leurs deux OPH, dont ils sont présidents des conseils d'administration, de s'associer, d'abord par l'intermédiaire d'une société anonyme de coordination et plus loin dans un groupe qu'on va appeler le groupe Deux Fleuves. Alors là, les deux fleuves en question, c'est la Loire et le Rhône. Je pense qu'il faut quand même le préciser. Alors l'idée de cette association, l'idée de ce groupe de fleuves, c'est de mettre en commun les compétences des deux offices. Chacun des deux offices sur son département se spécialise sur ses compétences de logement, construction, réhabilitation, gestion locative. Et après, le groupe ensemble permet de développer ce qu'on appelle des compétences spécialisées sur des résidences gérées. Par exemple, pour les personnes âgées, nous travaillons entre autres naturellement avec Habitat Humanisme, mais également des projets d'aménagement. Attention, des projets d'aménagement adaptés au territoire qui se trouve entre ces deux fleuves, qui s'adossent à sa métropole, qui concerne donc de l'aménagement plutôt de zones périurbaines, de marchés quelquefois très en tension et quelquefois très détendu, un aménagement qui concerne l'habitat et non pas des zones commerciales ou industrielles comme la Serle par exemple, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes problématiques de densité de population. Et l'ambition, c'est naturellement de construire ces projets, le tout sur un fondement d'une démarche qualité RSE qui sera un axe structurant de ce groupe, et que ces projets soient adaptés au territoire, que nous puissions développer un catalogue de projets propres à ce type de territoire que nous pouvons après, naturellement, proposer aux autres départements ou aux autres collectivités territoriales qui n'ont peut-être pas ces compétences-là, en tout cas pas dans le cadre de leurs OPH, et qui peuvent ainsi, dont on pourrait faire bénéficier de cette expérience territoriale en articulant bien entendu ces projets avec l'environnement, mais on en reparlera sans doute après. Oui, on va même peut-être poursuivre avec vous, puisque vous avez le micro, si j'entends, parce qu'on va parler un peu des enjeux et les comprendre concrètement, mais peut-être une des premières pistes, alors c'est cette idée d'initiative de regroupement, de mutualisation. C'est un premier pas, c'est une première réponse face aux enjeux en fait. Oui, c'est une réponse, mais c'est une réponse totalement territorialisée. L'idée n'est pas de fusionner. L'idée, c'est de fédérer. Et je pense que c'est important parce que ce qu'on veut afficher, nous, c'est que chacun des OPH, il a un conseil d'administration, il a des élus, il a un budget et il a des fonds propres. Ce sont aux élus de décider de l'affectation des fonds propres sur leur territoire. En revanche, pour les projets communs que nous développons, ils n'appellent pas de fonds propres directement des collectivités territoriales ou des structures, ils appellent à des modèles économiques spécifiques, je pense notamment aux résidences gérées ou aux projets d'aménagement. Alors, une fois que l'on part de ça, eh bien, nous, on se dit comment on s'adapte au territoire. Tout d'abord, dans une préoccupation environnementale qui nous est demandée avec tous les élus. Et puis avec chacun des élus, eh bien, on tricote des projets. Je ne sais pas d'autres termes à vous proposer, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on fait un projet d'aménagement, nous, on peut l'associer notamment avec nos autres produits. On aménage, on construit du logement social, en passant, on peut faire la crèche, un petit commerce, etc., etc. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut se centrer sur les centres-bourgs, les petits centres-bourgs. Et c'est un enjeu environnemental majeur. Demain, face à des métropoles qui peut-être commencent à saturer, l'avenir du territoire, il se joue bien sur cet entre-deux. Ça posera la question de l'avenir de l'emploi. Où se situe l'emploi, pour éviter naturellement ces migrations pendulaires permanentes. Et à partir de là, ça veut dire aussi travailler avec les élus en interaction, se tourner vers les entreprises locales et
naturellement les produits locaux. Alors je vais juste prendre quelques exemples de projets d'aménagement. On a actuellement, donc la structure s'appelle Deux Fleuves Aménagement, elle a 25 projets rien que sur le département du Rhône. Alors, je ne vais pas tous vous les citer, hein, parce que ça va de Genasse à Tarare en passant par Saint-Symphorien, Dozon, etc. Premier exemple, Aigrande, à Belleville. On avait le maire de Belleville en Beaujolais tout à l'heure. À Aigrande, voilà, on a une grande barre. On a un projet de rénovation de l'immeuble, hein, avec naturellement des financements de la Caisse des dépôts et consignations. Je pense notamment au titre participatif, et je tiens à remercier l'engagement profond de la Banque des Territoires à nos côtés. Voilà, c'est un projet, c'est une grande barre, et on veut faire quelque chose d'exemplaire sur le plan environnemental, utilisation bien entendu de produits locaux, sourcés, etc. Articulation avec le projet du conseil départemental sur les panneaux photovoltaïques, enfin, toute cette dynamique-là, 8 millions d'euros. 8 millions d'euros. C'est un dixième du plan environnement de rénovation de l'OPAC du Rhône sur le département dans les 4 ans qui viennent sur un site. Et naturellement, avec Frédéric Pronchéry et ses équipes, je salue Philippe Serre qui est quelque part dans la salle, l'idée c'est de se dire comment on articule ça avec le quartier alentour. Et le projet y part, etc. etc. Deuxième exemple, Millery. Millery, c'est un centre-bourg. Et là, en plus, avec beaucoup d'histoire, donc intervention de l'ABF, ça donne de l'exigence supplémentaire, mais il faut savoir gérer cette exigence. Hein, on parlera des contraintes, oui, mais comme disait Montesquieu, la liberté, ça s'exerce dans un cadre. Il y a un cadre, et bien, une fois que le cadre est tracé, dedans, on fait ce qu'on veut. À nous d'être imaginatifs, de savoir surmonter ce type d'obstacles. Ça peut être compliqué. À Millery, un projet de centre-bourg. Là aussi, ça associe habitat humanisme et ça nous permet de faire du logement social et de traiter le sujet essentiel environnemental qui est la gestion de l'eau, parce qu'on a de vrais sujets. Troisième cas de figure, Glaisé, ZAC des Charmilles. Donc vous voyez, là on est dans une ZAC périurbaine. À Glaisé, on a naturellement l'outil des terrains. Et là, on a fait le choix d'un promoteur qui va faire 24 maisons, structure bois-paille, sans système de chauffage. Dernier exemple, la COR, la communauté de l'Ouest de Rodania, où on développe avec Patrice Vercher un projet d'économie circulaire. Voilà, l'économie circulaire, c'est rentable dans un rayon de 70 km. Naturellement, sur la métropole, il y a une densité telle qu'on peut travailler cette rentabilité, mais on n'a pas la filière sur l'ouest du Beaujolais. Comment on travaille ensemble avec les acteurs locaux, avec les entreprises locales? Tout ça, vous voyez, il y a du logement social, il y a de l'aménagement local, il y a de l'articulation avec les élus, bien entendu, et il y a la volonté de créer une filière avec les entreprises du Beaujolais. Merci pour ces précisions, ces détails. Et on le voit, je me tourne du coup vers vous, Vincent Malfer, puisqu'on a parlé de la métropole et on voit bien qu'il y a deux sujets, enfin plusieurs à travers le logement. Évidemment, la question du logement, mais derrière, comme équipement structurant, la manière dont on aménage et dont on pense la ville face à ces transitions. Et il y avait, sans le dire, peut-être des difficultés parfois de compréhension, un clivage qui peut peut-être s'exercer entre des territoires, la ruralité, les villes moyennes, d'autres villes. Au niveau de la métropole, comment est-ce que vous abordez ça? Et est-ce que le logement, du coup, est un élément important de la structuration, de l'adaptation de la ville de demain par rapport aux contraintes d'aujourd'hui? C'est fondamental en fait, à la fois sur l'endroit où on développe les nouveaux logements et sur la façon dont on transforme les quartiers existants. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a un taux de renouvellement des logements qui est de l'ordre de 1 à 2% par an, et donc l'essentiel de la ville de 2050, elle existe déjà, elle est déjà là, donc ce qui pose un peu l'enjeu. Et que finalement, quand on déploie des solutions innovantes sur des nouveaux quartiers, ce qui demande déjà beaucoup d'énergie, qui mobilise beaucoup d'intelligence collective, finalement on traite plutôt du sujet de l'atténuation du changement climatique, enfin des règlements climatiques, plutôt que de son adaptation. Et donc il y a tout ce champ de l'adaptation qui est un vrai enjeu pour nos villes et qui se pose à la fois sur tous les types de territoires. Moi, je suis persuadé que les sujets métropolitains, alors certes il y a des masses critiques, il y a ce qu'on veut, il y a aussi une grande complexité, ne serait-ce que économique. Voilà, on a parlé tout à l'heure des effets sociaux que peut avoir cette transition, suivant le rythme auquel
elle est menée. On essaye, nous, dans une démarche assez incrémentale, de tester des choses. On a proposé à notre conseil d'administration déjà de nous donner une raison d'être. On parlait du sens en fait et de la boussole, et je pense que c'est important, y compris pour les salariés de structures comme les nôtres. On est une PME, on est 90, on est pour une centaine de projets à l'échelle du territoire. C'est important pour nous de savoir au service de quoi on se met. Et quand on a fait cet exercice-là, assez clairement, et je parle sous le contrôle d'une de nos administratrices, on a ciblé la transition écologique, évidemment, mais aussi la transition économique et sociale, parce que finalement, tous ces sujets-là sont liés, sont système. Et donc, la question après, c'est comment on se met en ordre de marche pour transformer nos modes de faire. On est dans des métiers qui s'exercent finalement depuis, enfin nous, la société existe depuis 1957, de l'aménagement urbain, on en fait sous une certaine forme depuis des décennies. On en voit aujourd'hui un certain nombre d'externalités. Donc comment on arrive à transformer ça dans un cadre économique qui est extrêmement contraint, qui a des impacts sociaux, démocratiques aussi. Enfin, on l'a esquissé tout à l'heure. Aujourd'hui, on a des habitants qui nous demandent de comprendre ce qui va se passer, d'y être associés. Ils sont pas tous d'accord. Je prends souvent l'exemple des aires des concertations dans les espaces publics. Il y a deux populations. Il y a des gens qui nous demandent des espaces de tranquillité. Il y a des gens qui nous demandent des espaces de loisirs, de jeux. Et comment on marie tout ça voilà. C'est simplement pour symboliser la complexité finalement de cet exercice démocratique qui est une exigence aujourd'hui des projets sur lesquels on essaie de se mobiliser. Alors, des sujets sur la ville, sur le logement, il y en a des dizaines, enfin, plein de questions en fait. Et nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est de se focaliser sur quelques thèmes. On a choisi la question des matériaux, ça a été évoqué, comment on construit différemment. Il y a une réglementation nationale qui se met en place, qui est en place avec l'Aéro 2020 et ses paliers, comment on les anticipe, ces paliers sur des opérations d'aménagement public. Il y a la question du maintien des activités productives en ville. Comment on fait en sorte que nos activités artisanales, PMI, PME ne soient pas expulsées de la ville, avec là aussi des questions de logement, de mobilité qui en découlent. La question de la concertation, de la co-construction, j'en ai parlé, le défi démocratique, comment on donne du pouvoir aux habitants et comment on leur montre que ce qu'ils nous disent sert, au-delà des exercices réglementaires de concertation. Et puis le sujet de la santé et du bien-être, voilà, qui se traduit par comment les formes d'urbanisme finalement génèrent un impact positif sur la santé. On est en train de tester ça à Oulin sur le quartier de la Soleil. Et très concrètement, c'est doté de feuilles de route pour décliner sur chacun de nos projets à la fois des démarches d'exploration, d'écoute de notre écosystème pour savoir ce qu'ils peuvent nous proposer, ce sur quoi on peut les challenger, les mobiliser, des démarches de test. On a la chance d'avoir plein de projets dans des environnements très différents, très métropolitains, dans le cœur de Lyon, mais également dans des secteurs beaucoup plus ruraux, dans le Val-de-Saône ou même dans les départements voisins. Donc, comment on peut tirer parti de cette diversité pour tester des choses et quelles leçons on pourra en tirer ensuite pour le troisième étage, massifié. Massification qui passe à la fois par l'identification et la proposition de solutions, mais aussi la culturation de nos propres salariés et leur formation, donc ce qui est pas le moindre des enjeux. Ouais. J'allais dire, il y a un enjeu en vous entendant. Moi, ce que je comprends, c'est que d'abord, il faut choisir un peu ses combats et qu'on peut peut-être pas être forcément partout. Et puis derrière, il y avait quelque chose qui était intéressant sur la manière dont, à la fois, j'allais dire vis-à-vis de vos salariés, mais peut-être aussi, j'allais dire, de vos élus, puisque vous êtes au service de choix politiques. Comment est-ce qu'on acculture et comment est-ce qu'on est capable d'être innovant et de changer un petit peu de regard, puisque c'est aussi ça qu'on nous demande, c'est un changement d'échelle, mais aussi un changement de regard sur la manière de faire. Comment vous arrivez à partager ça ? Déjà, l'approche thématique, elle est importante et je pense qu'elle est assez fondamentale pour rester pragmatique, en fait, mais elle n'exclut pas le fait de tenir compte des effets systémiques de chacune des thématiques que l'on aborde. Après, vis-à-vis des salariés, la façon dont on a géré nous les choses, c'est de se dire il faut que ces démarches d'innovation, de tests, d'observation et de massification, elles soient portées par des opérationnels. Donc on n'a pas créé au sein de la structure une cellule d'innovation chargée de réfléchir pour tous les autres. Donc on a plutôt mobilisé des temps de certains de nos chefs de projet. Donc
Il y en a 8 qui ont 20 à 30% de leur temps mobilisé sur des thématiques et ils sont animés par un autre qui est à mi-temps et donc à mi-temps sur cette démarche et à mi-temps sur des projets, dans l'idée qui gardent un pied dans l'opérationnel parce que finalement des solutions qui ne trouvent pas ou insuffisamment d'écho sur nos projets, soit auprès de nos clients, soit dans la réalité de ce que nos fournisseurs ou nos clients promoteurs peuvent réaliser, ça a assez peu d'intérêt en fait. Voilà. Donc on s'est notamment sur la question des matériaux doté d'une feuille de route qui, un peu secteur d'activité par secteur d'activité, on fait de l'aménagement, on fait de la construction d'équipements publics, on investit nous-mêmes, passe en revue ce qu'on peut faire en fonction des leviers qu'on a. Donc ça va être des engagements sur la construction bois, qu'on va prendre vis-à-vis de la filière en termes de volume. Ça va être des expérimentations de remploi. On a mis en œuvre devant un lycée à Villeurbanne des pavés de remploi qui venaient de la rue de la République à Lyon, donc qu'on avait récupéré. On met en œuvre des démarches de fertilisation des terres. Voilà, la terre végétale devient une ressource rare, coûteuse. Donc c'est comment, par un peu de cuisine, finalement, on arrive à générer des volumes de terre végétale artificielle, mais qui en ont toutes les propriétés à partir de terres qui n'ont pas ces qualités. Voilà, donc un peu de manière très, pas rigoureuse, mais assez systématique, se poser la question de ce que nos clients attendent, de ce qu'on peut mettre en œuvre dans les contraintes économiques qui sont les nôtres et qu'on oublie forcément jamais, parce qu'elles nous rattrapent. Sinon. Voilà. Alors justement, on parlait des clients et c'est peut-être aussi de ceux qui habitent les logements, si on redescend sur la partie logement et du coup revenir vers vous, Jean-Baptiste Le Sort, sur cet enjeu, parce que la transition, pour qu'elle se fasse, il faut aussi qu'elle soit permise, mais aussi qu'elle soit possible. Et on sait bien que sur ces questions et ces enjeux, et on le voit sur le marché du logement aujourd'hui, sur la manière dont certains logements qui nécessitent trop de réhabilitation vont avoir du mal à trouver preneurs, etc. C'est encore plus compliqué pour les personnes les plus démunies. Quelle est votre action et quel est votre regard sur ces sujets au sein d'Habitat et d'Humanisme ? Alors d'abord, ça c'est juste pour rire, puisque j'anime une cellule innovation. Le rôle d'une cellule d'innovation n'est pas de réfléchir à la place des autres. C'est plutôt de stimuler la réflexion et d'animer la réflexion et de promouvoir l'innovation. Voilà, juste pour ce sujet de réfléchir à la place des autres. Alors, la transition pour nous, c'est un défi compliqué parce qu'on multiplie les difficultés d'une certaine façon et en plus on les multiplie juste au mauvais moment. Au mauvais moment parce que notre système et notre modèle économique, fondé notamment sur l'épargne solidaire, il est un peu secoué par les conditions actuelles, par la reprise de l'inflation par exemple, parce que l'épargne solidaire qui ne verse pas de dividendes, mais qui garantit simplement que l'argent que les gens épargnent chez nous n'est pas trop malmené, lorsque l'inflation redémarre, c'est un peu plus compliqué. Donc on est dans des conditions un petit peu difficiles et c'est précisément à ce moment-là qu'on doit répondre effectivement à ce défi de la transition écologique et de la transition énergétique, qu'on a choisi, nous, de découper en trois d'une certaine façon. Alors c'est un peu artificiel parce que les choses se répondent, mais de découper en trois, c'est-à-dire qu'on a un sujet proprement patrimonial et immobilier, un sujet plutôt lié à l'accompagnement justement des gens que nous logeons et que nous hébergeons, et puis un sujet qui consiste aussi à faire le ménage devant notre porte et à nous dire que la transition, il faut qu'on se l'applique aussi à nous-mêmes. Premier sujet, c'est que nous avons, je l'ai dit tout à l'heure, à peu près 10 000 logements qui sont soit possédés en propre par les foncières du mouvement, soit qui appartiennent à des propriétaires solidaires. Il se trouve que ces logements ne sont pas tous de grande qualité, et pas tous de grande qualité énergétique notamment, et donc on a un enjeu majeur à les rénover, et un enjeu également majeur à organiser avec nos propriétaires solidaires la rénovation de leurs logements, qui en gros va leur coûter de l'argent à eux, alors que ça va diminuer les charges qui seront plutôt les charges des locataires. Donc on a aussi un sujet de retour sur investissement qui est assez compliqué. Là-dessus, donc, on fait jouer à plein, pour le coup, les mécanismes du mouvement, c'est-à-dire à la fois les possibilités de l'épargne solidaire, le fait que, en gros, notre modèle économique repose sur 3 tiers, un tiers de générosité, un tiers de fonds propres par l'épargne solidaire et un tiers de subventions. Et donc, finalement, en organisant ça au mieux, on arrive à faire un certain nombre de choses et à profiter de toutes les possibilités qui peuvent exister pour arriver à lancer une campagne de rénovation des logements qui nous appartiennent en propre. Et là encore, on l'évoquait tout à l'heure à propos d'autre chose, mais le premier élément, c'est de connaître. Et on ne connaît pas très bien notre propre parc de logements, et donc on a commencé aussi par lancer une grande campagne d'audit énergétique et de diagnostic de performance énergétique pour connaître l'état de notre parc et pouvoir ensuite
organiser sa rénovation, sachant qu'on a là-dessus des exigences réglementaires qui sont celles bien entendu de la location et qu'un certain nombre des logements que nous louons peut-être ne pourront plus être loués dans les années qui viennent, mais aussi par exemple par rapport aux EHPAD, d'autres exigences qui sont celles du décret tertiaire, qui sont plus immédiates d'une certaine manière et qui nous obligent aussi à avoir des établissements qui, encore une fois, aujourd'hui sont des établissements parfois anciens. Beaucoup ont été hérités de congrégations religieuses qui ne sont pas tous dans une qualité de performance énergétique excellente et que, pour le coup, il faut que nous rénovions aussi. Donc là encore, tout un tas de mécanismes à mettre en mouvement. La question de l'accompagnement, elle n'est pas très simple non plus. C'est-à-dire qu'il est clair que la question de la sobriété énergétique se pose dans des termes un tout petit peu différents pour des gens qui n'ont pas le moyen de se payer le chauffage que pour la moyenne de la population. Et du coup, on est obligé de fonctionner autrement sur cette question-là. On a fait un certain nombre de choses déjà, c'est-à-dire que dans un certain nombre de départements, les associations territoriales ont créé ce qu'on appelle des écoles du locataire, qui consistent à travailler avec les locataires sur la gestion de leur énergie notamment, mais aussi sur d'autres choses, sur la gestion des déchets, sur la gestion de l'eau, tout un tas d'aspects liés à la transition. Donc ça, c'est le côté accompagnement qui est quelque chose qui débute un tout petit peu, qu'on a commencé par quelques réalisations et qu'il faut qu'on poursuive, qui est vraiment de travailler avec nos locataires, avec nos résidents sur ces questions de la transition. Et puis le troisième élément, c'est tout simplement, et c'est pas très original, c'est de se dire que dans un mouvement qui est très tourné vers le social depuis toujours, qui est fort de ces 5000 bénévoles, je l'ai évoqué tout à l'heure, eh bien tout le monde n'a pas nécessairement à ce stade la fibre environnementale extrêmement développée. Et donc il s'agit de démontrer, de faire l'évidence, de mettre en évidence un certain nombre d'enjeux liés à l'environnement, et puis là encore de travailler avec nos militants, avec nos salariés pour faire cette transition écologique nous-mêmes. Alors c'est effectivement des questions de bilan carbone, etc., de plan de mobilité de nos associations territoriales, toutes choses que nous découvrons un peu d'une certaine manière parce que, comme beaucoup d'associations, nous sommes obsédés par notre utilité sociale et de temps en temps, on ne regarde pas trop ce qu'on fait nous-mêmes, quoi. Et donc on a vraiment besoin aussi de travailler sur les modalités de notre action et la façon dont nous pouvons nous appliquer à nous-mêmes les beaux principes de la transition écologique que nous essayons d'appliquer aux autres. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et ces démarches engagées. Alors, je vais peut-être finir avec vous, du coup, puisque vous étiez tout à l'heure, Barbara Falck, en train de nous rappeler combien vous étiez investi sur l'histoire et dans les différents types de structures. Qu'est-ce que ça vous inspire et comment vous imaginez conduire davantage sur le territoire, évidemment, d'Auvergne-Rhône-Alpes, ces sujets et de faire avancer ces questions qui, je le sais, sont complexes. C'est-à-dire qu'on brasse à la fois des problèmes de logement, d'aménagement, d'équipement, etc. Mais qu'est-ce que ça vous a inspiré, ces premiers échanges, et de quoi vous voulez nous parler avec la spécificité de notre territoire? D'abord que pour faire de la transition, la transformation, vous me permettrez, énergétique, il faut une vision. Il faut une vision, il faut de l'implication, celle des élus, celle des associations. Il faut de la volonté. Et puis, c'est là que nous, on intervient et il faut les moyens. Et il faut les moyens financiers et la transition, ça coûte cher. Et on a de plus en plus, ou de moins en moins peut-être, d'élus locaux notamment qui nous disent « mais je ne vais pas endetter ma commune, c'est une petite commune, je ne vais pas m'endetter ma commune à 40 ans pour faire des investissements aujourd'hui ». Moi, je suis magistrate à la Cour des comptes. À l'origine, comme Robin Degron, on n'aime pas beaucoup la dette à la Cour des comptes. Mais celle-là, oui. Parce qu'il y a une grande différence entre s'endetter pour payer les dépenses maladie de nous aujourd'hui et demander à nos enfants de les payer, et puis la dette, je dirais, positive, qui est d'investir aujourd'hui pour la qualité de vie, voire la survie de nos enfants. Et c'est là, en fait, que la Banque des Territoires est extrêmement active. En prêtant votre argent, puisqu'on prête du livret A principalement, donc c'est le vôtre, pour des projets de long terme. Et c'est principalement ce qu'on fait avec les organismes de logement social, parce qu'aujourd'hui, le souci, alors il y a un souci de construction, et il est clair, et de construction vertueuse, mais il y a aussi, et de plus en plus, une énorme question de rénovation. Et nous, l'année dernière, en Auvergne-Rhône-Alpes, on a financé autant de logements en rénovation qu'en construction. Alors financièrement, c'est toujours un rapport de 1 à 10, mais par contre, une augmentation considérable de l'investissement en rénovation. Et donc, la Banque des Territoires a mis en place des prêts qui sont des prêts concessifs, qui nous coûtent, mais qui nous coûtent pour la bonne cause. Sur la construction, aujourd'hui, on a un prêt, donc qui est un prêt de haut de bilan, donc
qui compte sur quasi fonds propres, qui va permettre en fait de ne rien payer pendant 20 ans. C'est-à-dire qu'on va donner jusqu'à 12 000 € par logement sans rien demander comme remboursement à l'organisme pendant 20 ans et ensuite à des taux extrêmement intéressants basés sur le livret A pour les 15, 20 ou 30 ans suivants. Et puis, on fait également de plus en plus d'efforts côté rénovation puisque nous avons mis en place un éco-prêt qui permet également d'avoir des tarifs extrêmement intéressants en échange d'un engagement sur la rénovation énergétique. Donc voilà, c'est notre implication financière auprès des OLS. Et puis vous avez raison, il faut connaître aussi. Donc on a mis en place des systèmes de data science pour pouvoir vous permettre d'avoir une meilleure vision de la consommation de votre parc. Et peut-être si je peux juste élargir un petit peu. On est auprès des OLS, mais on est aussi auprès des élus, que ce soit en prêt ou en investissement. Et notamment, le gouvernement nous a demandé d'être un peu le fer de lance à vos côtés de la rénovation des bâtiments scolaires. Donc la Banque des territoires a mobilisé 5 milliards de financement sur les prochaines années, beaucoup de crédits d'ingénierie. Donc n'hésitez pas un petit peu partout en France à aller voir mes collègues ou nous ici en Auvergne-Rhône-Alpes pour vous aider à financer cette ingénierie. Et puis on investit dans des sociétés au niveau national, dans des sociétés qui aident en fait la constitution de la ville durable, par exemple tout ce qui est autopartage. Et au niveau local également, nous sommes des partenaires en termes d'investissement dans des sociétés, souvent avec des collectivités. Tout à l'heure, quelqu'un citait la société Impulsion, c'est un bel exemple, c'est-à-dire comment on décarbone les transports dans les villes. Et Impulsion, c'est une société qui crée de la distribution d'hydrogène dans les grands axes. Donc voilà un petit peu ce sur quoi nous pouvons intervenir. Parce que la transition énergétique va coûter cher, mais c'est un investissement, ce n'est pas une dépense. Je crois que le message est passé. Je suis sûr qu'il y aura beaucoup de questions tout à l'heure dans les échanges et les discussions. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus nous présenter ces enjeux et ces thématiques. On peut vous remercier et vous applaudir. Vous pouvez quitter cette scène et on arrive tout doucement vers le déjeuner parce que je sens que ça approche, sur un dernier focus, et on a souhaité évidemment continuer à poursuivre nos échanges autour de choses qui sont aussi très importantes, qui ont été évoquées, j'allais dire, dans chacune des tables rondes. C'est ce qu'on a appelé plus globalement les fluides et les utilities. Et je vais demander aux quatre personnes et invités de cette dernière table ronde de me rejoindre sur scène. Pascal Condomiti pour Veolia, Olivier Perrier pour Dalkia, Pierre Cuy pour le groupe Nicolin et Bénédicte Brienne pour l'agence d'attractivité du pays de Saint-Omer. Alors, l'idée c'était de faire des focus assez précis sur des sujets qui sont à la fois techniques mais généraux et englobants. Et je me disais que pour aborder cette question, l'idéal ce serait peut-être de commencer par vous, Bénédicte Brienne, puisque quand on parle d'attractivité d'un territoire, on est aussi évidemment sur toutes ces logiques de la nécessité et de s'adapter à ces enjeux de la transition, de la transformation, ou évidemment de penser son territoire d'une manière peut-être plus écologique et globale. Et toutes ces questions qu'on va aborder, l'eau, les déchets, l'environnement, participent de l'attractivité. C'est un peu ça la démarche qui est la vôtre dans votre territoire du pays de Saint-Omer que peut-être vous pouvez présenter rapidement. Bonjour à tous. Donc c'est l'agence d'attractivité économique qui intervient sur le pays de Saint-Omer. Donc Saint-Omer, certains situent peut-être, mais comme souvent les villes moyennes, on voit ça comme un patatoïde en France. Nous, en fait, on est dans les Hauts-de-France et on est à équidistance de Calais, Boulogne, Dunkerque, Lille, Lens, Béthune. Voilà. Donc on est sur un territoire qui est dit intermédiaire, qui est un territoire fortement industriel. On a 30% de nos emplois privés qui sont industriels, avec notamment la société Arc,
donc toutes les marques Luminarc, Arcoroc, etc. Et on a aussi la seule cimenterie qui est présente au nord de Paris, qui est chez nous. Donc voilà, on a des tas d'enjeux en fait à gérer à ce niveau-là. Et aujourd'hui, la démarche d'efficience écologique est mise en place. Je la détaille tout de suite. Allez-y, peut-être Bon, j'y rappeler. vais. Je crois que tout le monde sait ce que c'est, comment fonctionne une agence d'attractivité, mais peut-être le rappeler dans les grandes lignes. Et puis effectivement, un focus précis sur ce que vous avez mis en place. Donc nous, l'agence d'attractivité, on est là essentiellement pour aller chercher des entreprises à l'extérieur du territoire. Aujourd'hui, avec le ZAN, la raréfaction du foncier, on est vraiment sur l'attractivité globale. Ça veut dire aussi qu'on doit permettre aux entreprises présentes de continuer à se développer, à attirer des collaborateurs et à justement pouvoir se transformer au niveau écologique. Donc le constat, c'est qu'on a des entreprises fortement énergivores avec nos industries, donc le verre, le ciment. On a aussi une grosse industrie brassicole, pour ceux qui connaissent la bière Goudal, par exemple, est fabriquée chez nous, qui utilise très peu d'eau quand même, 3 à 4 litres par litre de bière, donc c'est vraiment très peu par rapport aux autres brasseries. Mais toutes ces industries-là, énergivores, émettrices de CO2, on ne veut pas les perdre et on veut leur permettre de se transformer. Et c'est là en fait que soit elles y vont toutes seules, et là la collectivité les accompagnera, l'agence aussi, pour pouvoir avoir les autorisations administratives plus rapidement, pour vraiment les aider, ou alors sinon elles n'ont pas les moyens de faire, et là on détaille un peu plus nos accompagnements. Donc nous, l'agence, on est une association de droit privé financée par le monde politique, donc par 3 intercommunalités qui chassent en meute, donc c'est déjà important. En fait, c'est pas très franco-français, mais c'est déjà le cas chez nous, en fait, d'être ensemble pour aller plus loin. Et on est présidé par un chef d'entreprise. Donc, c'est le monde politique qui finance, mais c'est le monde économique qui décide. Et c'est là, en fait, que c'est super important de pouvoir se parler et de pouvoir avancer ensemble. Alors, cette fameuse initiative d'efficience écologique, en quelques mots, pour donner envie à d'autres territoires. Donc en fait, à la base, nous, il y a la région Hauts-de-France qui, il y a une dizaine d'années, a lancé une démarche qui s'appelle REV 3, qui était la 3e révolution industrielle, qui se concrétise aujourd'hui. On a 19 territoires en Hauts-de-France qui sont labellisés REV 3. Le nôtre en fait forcément partie. C'était déjà à la base affiché une volonté de travailler dans la transition écologique. Aujourd'hui, REV 3, c'est un accompagnement poussé pour les entreprises avec un petit audit en fait, qui va leur prendre 10 minutes à faire. C'est un autodiagnostic pour pouvoir les aiguiller aussi, parce que certaines grosses entreprises peuvent déjà avancer toutes seules, mais les plus petites entreprises, souvent, c'est le dirigeant, la tête dans le guidon, le quotidien, c'est pas évident. Donc déjà, tous ces outils-là leur permettent en fait de pouvoir avancer. Donc on s'appuie énormément sur ça. Et au niveau de l'agence, on pilote aussi le programme Territoire d'industrie. Donc on est labellisé parmi les 149 territoires actuellement et on a été dans les pilotes. Donc l'idée, nous, sur le pays de Saint-Omer, c'est toujours de prendre les outils existants et de toujours être en contact avec les organismes qui peuvent accompagner nos entreprises et de faire un tri. Donc l'efficience écologique nous vient d'un constat qui est que entre le verre, on a une grosse industrie de papier-carton aussi, ils utilisent des matériaux qui sont renouvelables quasiment à l'infini ou presque. Tout notre papier-carton vient de vieux papier. Donc aujourd'hui, avec la crise énergétique, avec la transformation de nos entreprises, on s'est dit, mais on ne parle pas au niveau économique, nous, de sobriété. Parce que quand on parle sobriété à nos entreprises, elles entendent plutôt, on utilise moins de matières premières, on utilise moins d'énergie, mais on produit moins. Donc on parle d'efficience écologique parce que c'est vraiment produire mieux avec moins de ressources. Donc préservation des ressources, et on produit mieux et on va continuer à produire et à gagner de l'argent. Il n'y a pas de secret, une entreprise, il faut qu'elle gagne de l'argent, sinon ça ne marchera plus. Et cette efficience écologique, pour pouvoir l'appliquer, ça va passer par l'innovation, pour justement pouvoir utiliser moins de ressources. Ça va passer par une préservation des ressources, ça va passer par des formations et amener des améliorations dans les process des entreprises. Donc le rôle du territoire, c'est vraiment d'accompagner les entreprises et de les mettre en lien avec tous ces systèmes. Eh bien, c'était très clair. On va faire le lien justement avec les différentes entreprises d'un territoire. On a voulu rassembler celles et ceux qui au quotidien agissent sur des enjeux pour ce qui concerne l'eau, la propreté, les déchets, les consommations, les fluides. Je ne sais pas par qui on peut commencer. Qu'est-ce qui a envie de commencer? Peut-être une approche globale avec Dalkia sur la manière de consommer mieux
moins sur un territoire, peut-être avec l'approche bâtiment, pour rester dans la logique de celle qui était la nôtre juste avant. Rappelez peut-être en quelques mots ce que fait Dalkia et la logique qui est la vôtre sur la manière de mieux et de moins consommer. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, Dalkia, c'est 20 000 hommes et femmes qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. On est une filiale du groupe EDF spécialisée dans les services énergétiques. Et donc, en fait, notre métier sont axés sur deux leviers. Le premier, c'est consommer moins, et je crois que ça parle et on y reviendra après. Et puis le deuxième, c'est consommer mieux. Consommer mieux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire produire une énergie pour l'ensemble des administrés, l'ensemble des acteurs d'un territoire, une énergie qui soit la plus locale, qui soit la plus verte possible, et donc finalement qui est aujourd'hui un excellent amortisseur à la crise énergétique qu'on a pu vivre ces derniers mois, notamment en termes d'approvisionnement et en termes de volatilité des prix. Donc, par rapport à ça, on a aujourd'hui de multiples exemples dans les territoires, qu'ils soient petits, grands ou moyens. On est bien évidemment exploitant d'un réseau de chaleur sur la métropole de Lyon, mais je voulais axer mon propos par un exemple qui est sur la commune d'Issoire. Issoire, c'est une petite commune, enfin une commune moyenne d'une 15 000 habitants, et sur lequel on a développé un réseau de chaleur avec une mixité énergétique de 90% d'énergie renouvelable de récupération. Et cette énergie, elle est complètement locale. Elle vient de l'industriel du territoire qui s'appelle Constellium et qui produit de l'aluminium pour le secteur de l'aéronautique. Et donc on récupère cette chaleur qui aurait pu partir, j'ai envie de dire, dans le ciel et réchauffer les petits oiseaux, et on l'utilise pour réchauffer, pour chauffer l'ensemble, enfin une quarantaine de bâtiments publics et privés sur le territoire d'Issoire. Donc ça, c'est un exemple, j'ai envie de dire, qui est concret, un exemple qui peut se faire vite, qui peut se déployer vite, entre le moment où Monsieur le maire a eu cette idée et finalement la livraison de cette première chaleur verte, il y a eu moins de 3 ans. Donc on voit que c'est à l'échelle d'un territoire et d'un projet structurant, ça peut se faire extrêmement vite. Est-ce que le fait d'être un groupe comme ça qui couvre un certain nombre de sujets, etc., parce qu'on se met toujours dans la logique du territoire de l'élu, parce que vous l'évoquiez, ça part d'une demande d'un territoire, comment est-ce que les élus abordent ces problématiques et puis je vous ai entendu parler d'énergie verte, quelle en est la réalité? J'allais dire, comment ça fonctionne aujourd'hui? Est-ce que ça marche vraiment? Comment ça va évoluer? Est-ce que c'est ça votre combat aujourd'hui, d'une énergie verte pour répondre à des besoins spécifiques de nos élus? L'élu aujourd'hui, ils ont tous développé une stratégie de baisse des émissions. C'est aujourd'hui notre cadre, c'est un prisme qui est un prérequis. Donc on voit bien que l'ensemble des projets portés par les élus sont de plus en plus ambitieux. Je vous parlais d'Issoire, c'est 90% d'énergie renouvelable. On pourrait parler d'un projet à Lunéville, dans une autre région, où on est à 100% d'énergie renouvelable. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, l'ambition, c'est de diminuer les énergies fossiles. C'est un amortisseur à la crise énergétique. C'est un amortisseur aux risques d'approvisionnement qui sont extrêmement... qui impactent le pouvoir d'achat des administrés, qui a un impact très fort sur la précarité énergétique. Donc c'est des vrais outils publics qui ont un effet dans la durée. C'est-à-dire c'est des objets, c'est des outils de production pour une collectivité qui ont 20 ans, 25 ans d'effets positifs sur le territoire, aussi bien économique que de transition énergétique et de bas carbone. Très bien, merci. Alors, quand on parle des transitions, de la transformation, on est évidemment sur des sujets qui ne sont pas forcément toujours simples, mais qui sont pourtant assez prioritaires, j'allais dire, de nos déchets au sens large, du tri et de la valorisation. Peut-être nous dire justement en quelques mots pour le groupe Nicolas. Myriam Varem, donc je suis responsable des projets informatiques sur les aspects métiers pour le groupe. Et donc là, j'interviens aujourd'hui pour le groupe Nicolin. Donc effectivement, le groupe Nicolin, c'est une entreprise familiale qui a été créée à 75 ans maintenant. C'est une entreprise éponyme. Donc la famille Nicolin développe la société depuis 3 générations. Elle a été fondée donc, en 1945 et elle s'est basée sur les métiers de la collecte des déchets et de la propreté. On emploie aujourd'hui plus de 10 000 personnes et on propose 15 métiers et activités à l'ensemble de nos clients. C'est une entreprise qui est 100% indépendante et qui est basée sur le territoire national. On a
plus de 70 implantations locales. On travaille avec plus de 300 collectivités pour à peu près 550 millions de chiffres d'affaires. Et effectivement, aujourd'hui, j'interviens pour un cas concret d'innovation au bénéfice de la transition des territoires et de la sobriété, qui est le cas concret de la collecte des encombrants sur rendez-vous. Est-ce que vous souhaitez que je le développe tout de suite? J'allais vous le demander. Bah, L'idée, c'est de... Parce qu'on parlait des déchets, il y a plein de sujets possibles, Ouais. etc. C'est à la fois nos déchets et de la même logique, comment est-ce qu'on en fait moins pour que ce soit moins dur et à ramasser et à trier. Il y avait plein de points qui pourraient être abordés avec le recyclage. Mais ce qui était intéressant, c'est de voir des choses très concrètes Oui. qui contribuent sur un territoire à cette transition. À cette transition, tout à fait. Donc tout d'abord, cette transition, elle part d'un constat entre les différents modes de collecte des encombrants sur les territoires. La collecte en passage systématique à date fixe telle que nous la connaissons, aujourd'hui, elle présente un certain nombre d'inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que du coup, il y a un passage systématique, donc le véhicule se déplace, qu'il y ait des encombrants à collecter ou pas. Le deuxième inconvénient, c'est que effectivement, les usagers ne savent pas forcément toujours lire les calendriers de collecte, et donc on a des dépôts d'encombrants qui sont en dehors des jours de passage, dépôts qui sont ensuite collectés en dépôt sauvage. Et donc, il y a une augmentation des réclamations. C'est pourquoi nous, on voit de plus en plus un intérêt des collectivités vers un mode de collecte des encombrants sur rendez-vous. Donc, ce fonctionnement des encombrants sur rendez-vous, il présente un avantage, c'est que de proposer aux usagers des créneaux ponctuels adaptés à leurs besoins, qu'ils choisissent eux-mêmes. Ils sont de fait plus adaptés aux usagers, et donc ça augmente la satisfaction des administrés. Ça permet également de proposer un service qui est optimisé et donc mécaniquement de réduire les coûts et de diminuer l'empreinte carbone de nos collectes. Aujourd'hui, le groupe Nicolin intervient sur 7 contrats de collecte d'encombrants sur rendez-vous sur le territoire national et on a pu forger donc une méthodologie efficiente justement pour mettre en place ce type de contrat sur vos territoires. Cette méthodologie, elle s'appuie sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est la définition du service et la communication auprès des usagers. Donc sur cette définition du service, il est important que ce soit clair pour l'ensemble des administrés. Il convient effectivement de définir qui est autorisé au service. Est-ce qu'on autorise les habitats individuels, les habitats collectifs ou les deux? Quels sont les jours de collecte? Quels sont les déchets interdits, autorisés? Est-ce qu'on va fixer un seuil minimum de collecte? Est-ce qu'on va fixer un seuil maximum de collecte par passage? Est-ce qu'il y a un nombre maximum de collectes par adresse sur l'année? Et enfin, les délais d'intervention. Et est-ce que vous fixez des délais d'intervention plus courts pour les rendez-vous urgents? Le dernier point, c'est la gratuité du service. En effet, dans la majorité des cas, nous, on voit que les collectivités proposent un service gratuit aux usagers. Certaines d'entre elles proposent ce service payant, mais dans ce cas-là, il y a quand même une complexification de la transmission des éléments par l'usager à la collectivité pour justifier d'une situation qui pourrait tout de même exonérer au paiement du service. Donc cette communication qui doit être claire, elle peut se faire par les biais que vous connaissez, de presse institutionnelle, de sites internet, d'affichage, de réseaux sociaux. Et nous, on peut vous accompagner dans la communication sur vos territoires. Le deuxième pilier, c'est le système d'information qui va être utilisé. Et donc ce système d'information, aujourd'hui au niveau du groupe, on se base sur plusieurs socles techniques et logiciels pour y répondre. Tout d'abord, on peut mettre en place des plateformes téléphoniques pour prendre les appels. On va pouvoir également mettre en place une plateforme dédiée aux usagers où ils peuvent directement en ligne prendre rendez-vous. C'est un peu le Doctolib des encombrants. On équipe bien sûr les véhicules d'informatique embarqués, les équipages de tablettes, afin qu'ils puissent au fur et à mesure justifier de la réalisation du service et en cas de contestation, prendre des photos. Toutes les données qui sont collectées, toute cette data, elle est centralisée et elle va être compilée et on va vous la restituer. On va la restituer à nos clients au travers d'un extranet. Le troisième pilier, ce sont les moyens de collecte qui sont affectés au service. Effectivement, en fonction de si vous choisissez d'effectuer une collecte préservante ou non, on va adapter les moyens de collecte en couplant des BOM à des véhicules plateaux, en fonctionnement avec des camions haillons ou uniquement avec des véhicules plateaux.
tout cela pour satisfaire aux exigences. Voilà, donc moi, je voulais juste là vous faire un petit focus avant de conclure sur un cas concret de collecte d'encombrants sur rendez-vous sur le territoire de la métropole européenne de Lille. Donc c'est un territoire qui compte 95 communes, qui compte un peu plus d'1,1 million habitants. Donc la métropole a choisi, dans le cadre de ce contrat, de scinder en 2 lots. Un lot pour les habitats individuels, un lot pour les habitats collectifs. Au niveau du groupe Nicolin, nous avons remporté le lot sur les habitats individuels. Avant la mise en place de ce marché, on était sur un délai d'intervention qui était de 3 semaines. Donc pour prendre rendez-vous, il fallait attendre 3 semaines. Et on vous fixait un rendez-vous qui était sur un créneau d'une demi-heure ou d'une heure. Avec la mise en place de notre système, on est passé sur un délai d'intervention à 6 jours pour les administrés, avec non plus des créneaux d'une heure, mais des créneaux à la demi-journée, matin et après-midi, sachant que la présence des usagers n'est pas obligatoire pour le service. Donc pour ce cas concret, on a mis en place une plateforme téléphonique avec un numéro vert, appels qui sont pris en charge par nos téléopérateurs qui sont formés à l'exercice et qui savent orienter les usagers qui ne pourraient pas prendre rendez-vous par Internet. On a mis en place une plateforme de saisie des rendez-vous, donc le Doctolib encombrant, qui est accessible 24 heures sur 24 et qui propose les créneaux libres sur les prochains jours ouvrés. Aujourd'hui, on compte à peu près 4700 rendez-vous par mois sur ce territoire. Ces rendez-vous, ils sont ordonnancés dans nos outils de planification, poussés aux équipes, et on a 8 équipages qui tournent du lundi au samedi, donc 4 le matin, 4 l'après-midi, sachant qu'on a donc dans chaque équipage 3 personnes et 2 véhicules, une BOM avec un chauffeur et un équipier, et un camion plateau qui assure la collecte préservante. Voilà, donc je me permets juste de souligner, parce que c'est une question importante, que ce fonctionnement répond aux obligations de la RGPD et qu'une des collectivités avec qui nous travaillons nous a demandé de nous inscrire sur Mon Service Sécurisé, qui est un service proposé par l'ANSSI. Voilà, donc c'est une démarche qui est possible également à notre niveau. Donc en conclusion, aujourd'hui, nous disposons au niveau des acteurs privés de solutions qui sont reproductibles, qui permettent d'accompagner les territoires dans la transition afin d'aller vers une sobriété énergétique, moins de véhicules sur la route et une optimisation du service pour les usagers. Mais merci beaucoup pour cette synthèse et ce focus très précis. Alors peut-être on va enchaîner avant qu'il y ait éventuellement une ou deux questions, puisque ce sont des sujets très techniques mais très concrets, très précis, en allant sur les questions et les enjeux de l'eau avec vous. Pascal Condomiti, vous êtes directeur des affaires publiques de Veolia, mais aussi élu local à la mairie de Nice, adjoint au maire de Nice. Et on va parler de ce qu'on appelle communément la RIUT, qui est un sujet important mais assez peu répandu encore en France. Je crois qu'on a un peu de retard globalement, mais vous allez nous parler des possibilités qui existent, notamment autour d'un vignoble. On a parlé du Beaujolais, on va partir dans le Languedoc-Roussillon avec vous. Bonjour à tous, merci de nous accueillir et merci de pouvoir exprimer des solutions concrètes. Alors le groupe Veolia, c'est 250 000 employés à travers le monde, c'est le leader mondial de la transformation écologique et donc forcément on est là pour apporter des solutions concrètes face aux défis d'aujourd'hui de la dérèglement climatique et de la raréfaction des ressources. Alors, c'est vrai que la réutilisation des eaux usées aujourd'hui est au cœur de l'actualité. Il faut savoir qu'en France, on est à 0,2% de réutilisation des eaux usées, quand nos voisins espagnols sont aux alentours de 10 ou 12%, et qu'en Israël, on est autour de 80%. Donc il y a des freins qui viennent de la réglementation. Aujourd'hui, le gouvernement essaye de faire bouger les choses et j'espère que cet été, l'ARS va lever pas mal de freins pour que les collectivités locales puissent utiliser les eaux usées. Alors, on est ici pour parler un peu de concret. Et concret, donc on va aller dans le Languedoc-Roussillon, où le changement climatique est une réalité pour beaucoup de viticulteurs. Alors, on prend l'exemple de la cave de Gruissan, où, avec le stress hydrique qu'ils ont subi ces dernières années, ils sont tombés à une moyenne de rendement de 31 hectolitres à l'hectare, alors que la moyenne régionale était à 52 hectares, à 52 hectolitres par hectare.
Donc il a fallu regarder, développer et valider une alternative au système d'arrosage agricole des vignes, à l'eau potable ou à l'eau d'irrigation classique. Alors de 2013 à 2015, on a fait un test. Sur 1,5 hectare, on a fait irriguer les vignes d'un côté une rangée avec de l'eau potable, une côté avec le canal d'irrigation, et sur les 2 autres parcelles, c'était du reuse. Donc le test a été concluant, il n'y a pas eu, je dirais, d'impact négatif. Donc nous sommes allés plus loin, nous sommes après passés à la phase 2. Donc nous n'avons plus que comparé l'eau potable avec le reuse. Et l'on s'est aperçu que l'effet d'avoir du reuse aussi nous permettait de ne plus utiliser d'engrais, puisque l'eau retraitée était riche en azote et permettait d'avoir des résultats qui étaient très très bons. Donc ça a été le passage de 2016 à 2018. Et donc, fort de cette expérience, en 2019, c'est 80 hectares qui ont été réalimentés avec l'eau usée sur les vignes avec des résultats significatifs. Et aussi, on a regardé, puisqu'on était dans l'innovation, de mettre des capteurs dans les vignes pour que les viticulteurs puissent regarder quel était le besoin en eau de leurs vignes et puissent réguler, je dirais, l'alimentation et diminuer leur consommation d'eau en fonction du climat, en fonction du temps. Et ça aussi, c'était un gain. Et en même temps, on a regardé aussi, avec une autre société, l'analyse des sols. Et on a transmis en temps réel aux viticulteurs si les vignes avaient besoin au niveau du sol aussi de l'eau réutilisée. Et ça a été aussi un gain à la fois de productivité pour les vignes et à la fois on diminuait le rendement. Donc pour l'exploitant agricole, c'est une augmentation significative à la fois du rendement et une économie sur le coût de revient. Voilà, c'était ce que je voulais dire, vraiment un exemple concret qu'on peut dupliquer aujourd'hui dans n'importe quelle commune et nous sommes prêts. Il reste vraiment le dernier frein, c'est l'ARS et c'est aujourd'hui poussé. Hier, je participais à Marseille auprès du président Muselier sur les assises de l'eau de la région PACA. Et son ambition, et il a demandé à Veolia de s'engager à ses côtés, c'est d'obtenir 10% d'eau réutilisée sur l'ensemble de la région sud à horizon 2028. Donc c'est un bel objectif et on sera à ses côtés pour essayer de le réaliser. Merci beaucoup pour ces précisions. C'est vrai que les enjeux de l'eau, on pourrait presque, et peut-être que ce sera le cas un jour, faire une journée entière consacrée à ça, tellement il y a d'importance. Alors vous avez été chacun très précis, très concret. Je me tourne vers la salle comme tout à l'heure et pour une dernière fois. Est-ce qu'il y aurait une question, une demande de précision? Je sais que ventre affamé n'a pas d'oreille. Voilà, je sens que ça se précise. Alors, je ne sais pas s'il y en a l'un ou l'autre ou l'une d'entre vous qui veut dire un petit mot de conclusion. Si, peut-être, voilà. Et puis comme ça, on se quittera. Je ne sais pas si c'est une conclusion, mais je voulais juste faire une précision. C'est vrai, quand on parle chaleur, en fait, il faut bien avoir en tête que la chaleur, les bâtiments, c'est 50% des consommations et des émissions de CO2 en France, et que la chaleur en représente 60%. Donc quand on veut atteindre une stratégie bas carbone en France, la chaleur est un vecteur extrêmement fort. Et donc, par rapport à ces exemples de réseaux de chaleur utilisant une énergie locale, ce que je voulais dire, c'est que ces projets-là ne sont pas uniquement déployables dans les grandes métropoles. N'importe quelle ville, n'importe quelle commune peut développer un réseau de chaleur. C'est rapide, relativement rapide à mettre en œuvre, n'a pas une grande complexité juridique. Donc c'est ce message-là, ça peut être fait, déployé très vite partout en France sur le territoire. Il y a des villes de moins de 10 000 habitants aujourd'hui qui ont des réseaux de chaleur et c'est extrêmement efficace. C'était important effectivement de le rappeler, c'est-à-dire que c'est accessible à plein d'endroits du territoire. Alors, vous voyez, on a même gagné quelques minutes. On aura le droit Ah non, on a reperdu quelques minutes. Non, alors. Mais désolé. Non, mais je vais aller très vite. Mais vous vouliez des exemples concrets. Un réseau de chaleur, typiquement, on a un incinérateur, nous, d'ordures ménagères. On a sorti 4 km de tuyaux pour aller alimenter en chaleur une cartonnerie.
Donc voilà, c'est des économies d'eau, c'est aussi l'intercommunalité qui aide pour sensibiliser la population. Au lieu d'aider à l'achat du vélo, ils ont changé, ils aident à l'achat d'une citerne de récupération d'eau de pluie. Donc vous voyez, c'est toutes ces choses remplies de bon sens en fait. Et les réseaux de chaleur, je confirme, parce qu'on est sur, nous, un territoire de 130 000 habitants. Donc c'est pas compliqué de le faire sur une ville de 10 000 habitants. Eh bien, c'était important de le préciser. Merci beaucoup. Je vais vous donner rendez-vous tout à l'heure à 14h15, le retour en salle, 14h15. Vous verrez pour un moment important une présentation d'un baromètre de la transformation écologique qui a été fait par Elab Veolia sur les limites justement de l'acceptabilité de la transition écologique. Et maintenant, si vous voulez bien, si tout est prêt, le cocktail est ouvert. À tout à l'heure. Merci.